Salut les kikis, c'est Mani. Alors aujourd'hui, on va encore essayer un autre setup différent pour la vidéo. On a mis le micro moitié du volume parce qu'avec le volume à fond, c'était trop. Avec le volume minimum, ça allait. Petit piège par contre, sur les mouvements, le gros blond, il a bloqué des fois l'entrée micro et tout d'un coup, on a un peu de son. Là, ça devrait aller. Je l'espère. Ça m'évitera de refaire la vidéo parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire et qui se passe très rarement ici. On a aujourd'hui un engin ici à cause de Tonton Jus et de Tata, tout simplement. On a ici un Sen Reaper qui a été repassé en longueur GSTE. J'ai déjà donc mon Oba Hyper MT Sport Plus avec l'option diff centrale. On a donc ici deux vrais MT, châssis poutre plus haut au centre. Bon, c'est pas la châssis poutre qui fait la différence. Là, on a un autre vrai MT, le Erevo, même s'il a un look plus de truggy avec sa coque, qui a le châssis plus haut centre aussi, qui a une boîte de réduction et un diff central aussi. Alors, ce qui est important, c'est pas le diff central, c'est la boîte de réduction. Le diff central, c'est important dans la mesure où, si tu n'en as pas, ça se passe bien tant que tu roules que sur des surfaces glissantes. Moi, je roule principalement dans l'herbe et surfaces accrocheuses, donc c'est pas pratique de ne pas avoir de diff. Sur le 4S, ça se passe bien, en 6, ça se passe plus mal. Et surtout les sauts, la moindre loupée sur un saut, c'est la casse. Le Sen a toujours eu le diff central, c'est pas vraiment une boîte de réduction, mais une couronne énorme sur un petit pignon moteur. Aucun slipper ni rien. Le MT Sport, si tu prends pas l'option diff central, tu as au moins un slipper. Le Revo a le Cush Drive plus le diff central équipé d'huile très dure. C'est vraiment très agréable à rouler. On a le Team Magic aussi, bien sûr, Trooper, mais lui, il est en 350. Ça, c'est des engins en 380. C'est ce qui m'intéresse. 350, 325, c'est pas le sujet du jour. On est en 370, 390, enfin entre 370 et 390. Ces entraques sont relativement longs pour du 1.8 que j'affectionne beaucoup pour utiliser en 6S quand le poids se maintient entre 5,5 et 6 kg. Au-delà de 6, on a le problème de devoir, enfin perso, je préfère passer avec plus de S parce que la conso augmente vraiment beaucoup. Bien. Et on avait le HPI Savage Flux XL, le vert. Le gag de ce verre, c'est que j'avais vraiment la sensation que HPI nous a vendu, non pas un produit HPI, mais juste vraiment la version Rowan, avec un sticker HPI dessus. On était revenu aux visseries cruciformes, on n'avait pas de blocage des axes, alors que les anciens Flux HPI, ou les XL, avaient tous la visserie hexagonale, toujours les pas de vis plastique, mais les têtes hexagonales, les blocages des axes, et on était différent aussi au niveau de la qualité des plastiques, et surtout, vous l'avez vu sur les cardans. J'ai fait un truc comme ça avec le cardan arrière, même si les chocs étaient violents. De l'époque où j'ai eu mes Savage, à partir du moment qu'ils étaient renforcés, hein, on parle pas des tout premiers. Les tout premiers HPI Savage avaient les boîtes qui explosaient, les noix qui cassaient, les cardans qui cassaient. Ils ont renforcé la boîte, ensuite on pétait les noix et cardans, ils ont remplacé les noix et cardans, ensuite on pétait les diffs. Ils ont renforcé une fois les diffs, ils ont renforcé deux fois les diffs pour arriver finalement au rapport de transmission interne dans le diff de 29,9. À l'époque, c'est du 43,13, donc vraiment de la pignonnerie buggy. Mauvaise idée, hein, comme beaucoup qui continuent à faire ça en faisant des truggy avec des grosses roues, avec cette transmission de buggy dedans, ça suffit pas. On a aussi le Losi 3 XL, qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, qui a 3 diffs, qui est plus haut au centre, qui a des diffs autobloquants, mais qui a une transmission de buggy. Pour ça qu'il n'est pas là non plus, il n'est pas fiable. Je suis pas du tout content avec. On l'a vu, on a fait un essai de 15 minutes et déjà on avait sorti les diffs. Donc ça se passe pas bien avec cet engin-là, pour ça qu'il n'est pas là. Il y a vraiment un gros travail à faire là-bas, et celui qui ne sera plus jamais là, je pense, c'est un Arma Nero Big Rock. C'était la première phase, donc un petit souci de conception sur suspension, la méca était dure d'accès, mais on avait 3 diffs, qu'en plus tu pouvais bloquer, plus un slipper multidisque. Donc là, on était vraiment super. Comme dit, il y avait cette suspension qu'on va voir, le poids global, c'était une masse extrêmement lourde, mais solide. Et on espère que l'Osi va se bouger le tulle pour faire mieux que ce qu'ils ont fait avec le 3XL. Donc on attend un 4XL avec des diffs plus gros et des cardans télescopiques. Et là, il est plastique. Franchement, 10%, 15% de plastique en plus aux endroits là. Des meilleures tiges d'amorto et des cardans télescopiques. Et l'Osi ferait vraiment un malheur dans le domaine des MT-1.8, hein, sans déconner. Il y a vraiment de quoi faire. Donc pour l'instant, pour moi, on a
ces deux-là, vraiment, qui valent le coup. Là, on est à peu près sur si tu pars sur du RTR dans les 500 €, tu prends le kit diff central, tu arrives en gros à entre 650 et 700 € équipé. Après, la carreau, on n'en parle pas spécialement parce que de toute façon, dans tous les cas, on change les carreaux, on met du renforcé ou on fabrique un truc pour renforcer la carreau. De toute façon, parce que lui, il a un arceau en dessous, mais il n'est pas réglable en hauteur. La carreau est beaucoup trop petite, les roues sont beaucoup trop grosses, j'aime pas du tout les roues d'origine. Sur le Sen, là tu le trouves plus en cours, tu dois le fabriquer toi-même, donc tu dois acheter un Reaper, donc tu passes chez Projo High-Tech 600 €, tu achètes les plaques de châssis, tu peux les commander chez lui aussi. N'oubliez pas, tout le matos Sen est dispo chez Projo High-Tech, il suffit de le mailer avec les refs, il peut tout avoir, il a un fournisseur, et ça va relativement vite. Donc le Sen GSTE c'est pareil, tu as un arceau pas réglable, enfin tu prends le Reaper, tu le raccourcis, donc il te faut une autre carreau. Il faut mettre des hexas de 17 si tu veux utiliser des roues simples de Monster en 17. Ça pour dire que faut travailler dessus, et le Erevo, faut travailler dessus. Ces trois-là sont là parce que pour moi, ce sont des MT-1.8 en grand anthrax qui sont valables. Le 3XL n'est pas là parce que je suis pas content avec, et le Team Magic est trop court. En 350, il va plus être en concurrence avec un Max en fait. Et le problème, c'est son prix. De tous, c'est le plus cher. Là, on a à peu près 700 €. Il faut 4 roues, il te faut les cerveaux et un petit renfort arrière pour être au point. Donc en gros, un budget de 850. Là, tu t'en tires dans les 700 €. Non, j'ai oublié les roues. Il te faut aussi 4 roues. Donc tu es aussi dans les 800 €. Là-bas, tu es parti à 600, le châssis plus court. Et les roues, tu arrives aussi dans les 800 €. Team Magic, il a 1000. Pareil, et puis on a des pneus, alors ils sont bons, mais taille basse, faut aimer le style, Et 350, comme dit, tu es toujours équilibre avant-arrière. J'adore la gueule. J'adore le Trooper, enfin le E6. Il y a une bouille d'enfer, vraiment. Donc il y aurait Erevo et Trooper dans un coin, parce qu'ils ont le look plutôt entre Buggy et Monster, et les trucs un peu plus old school là. Donc ce HP Savage Flux, peu décevant pour le tarif où il était vendu. Pas de diff central, donc je l'ai équipé par après. Et HPI a décidé de ressortir pas le Savage Flux HP, pour pas qu'il y ait de malentendement. Ils ont sorti le Savage X Flux. Donc lui, c'est la version sport des Savage. Ils ont rajouté quelques plastiques autour. Ils ont mis des roues avec du gros déport. Très mauvais choix au niveau pneumatique, des multi-picots, parce que ce qu'on aime en MT, c'est la versatilité. Il faut que ça puisse tout faire et rouler partout. Les pneus de MT, ça se bouffe pas suffisamment vite. Tu as des gros crampons, même si tu roules sur le goudron, tu les bouffes pas en moins de 2, sauf si vraiment tu fais du rallye et tu les fais ballonner à mort et voilà, que tu es trop lourd sur la gâchette. Mais tu peux faire du multi-surface sans trop craindre. Là-dessus, j'ai mis les ProLine Big Joe. Là-dessus, on a mis pour l'instant les Louise. Mais je vais me diriger, je pense, vers les Sledge. Les blockheads, on les a mis là. Là aussi, tu vas me dire, c'est du mini Pico, mais ça reste du pneu MT, tu vois. Bien moelleux comme ça et machin. Et tu arrives à faire du multi-surface sans problème. Mais donc, je préférais un peu les anciennes roues. Même si le profil du pneu n'était pas beau, le pneu était bon et efficace. Hormis les jantes à déport, ça c'est une super idée parce que ça nous évite les élargisseurs monstrueux qui servaient à rien, à part faire péter les fusées au niveau du petit axe. On avait aussi un petit écrou dessus en M7 ou M8 à mettre, M6 pardon, devant et pas un vrai Exode 17. Ça aussi ça évolué. Ils l'ont laissé en version courte 325 mm, donc 325 mm. Là tu es dans la catégorie Team Asso MT8 qui a des problèmes, c'est pour ça qu'il n'est pas là non plus. J'ai décidé de ne pas le prendre en attendant de voir ce qui se passe. Des triangles qui pètent, des axes qui pètent, des tirs en supérieur qui pètent, la carrosserie est horrible, il y a zéro protection de carrosserie, rien. Donc, de toute façon, comme dit, il faut mettre une carreau. Et le problème, c'est ils sont partis dans un délire. Il faut acheter les 4 triangles quand on casse un. Tu casses un avant gauche, 35 €. Tu casses encore la deuxième fois l'avant gauche, 70 € de réparation au bout du deuxième triangle du même côté. C'est du délire, et pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc pour l'instant, ce MT8, je le laisse de côté. Et le Savage, donc en 6S, avec l'anthrax court, c'est comme tout ce qui est Outcast et compagnie, hein, ce qu'ils ont appelé Stunt Truck. 6S dans un anthrax aussi court, c'est chaud à piloter. Donc c'est très facile de faire du triple, quadruple backflip, du front et du back, de faire un de chaque même, j'ai déjà réussi aussi.
Effectivement, faut vraiment être doux sur la gâchette parce que tu es toujours en train de lutter. Enfin, dans un champ ou dans un pré, tu ne peux pas utiliser la puissance parce que tu es toujours en train de jongler avant, arrière, comme avec le Max. Comme dit la Outcast et compagnie, où vous l'avez vu sur on a fait l'essai du Jumbo dans un champ un peu cabossé, il n'y a pas moyen de mettre pleine balle tout droit, alors qu'avec le Chronos, qui est juste un peu plus long, ça passe à merveille. Et là, HPI nous sort le Savage XL Flux avec le diff central déjà intégré. Tu vois, hein? Et comme je m'envoie ça, du coup, je me retrouve avec 3 engins en Traxlon dans le monde du MT-8 qui est, c'est ce que je préfère, hein, évidemment. C'est vraiment une discipline que j'adore. Une échelle et une longueur et tout. Et du coup, eh ben, le v'là. Parce que mon Savage Flux est parti chez Papa RC. Ça a permis d'équiper Papa RC avec un MT, un 8 pour revenir dans le monde de l'automobile. Puisqu'à un moment, il a vendu les autos et il a dit, oh, je veux faire du bateau. Finalement, il a trouvé une bande de joyeux drill et il est reparti en automobile. Et voilà, du coup, moi je suis content parce que pour tout ce qu'il fait, parce que n'oubliez pas que tous les mercredis Papa RC est sur la chaîne, il y a sa chaîne à lui aussi, allez voir, abonnez-vous. Il est toujours là pour donner un coup de main pour les tombolas et tout. Donc voilà, ça a fait très plaisir. Niveau marketing sur cette boîte, ils t'ont précisé les échelles pour te dire qu'il est gros. On a un petit indice, on a un Savage, un 8e et le XL. Paradoxalement, ce qui est super funky sur les vidéos de présentation, ils ont posé le Savage X en bas, le XL un peu plus haut, enfin une vue en diagonale où tu as l'impression que le XL n'est pas seulement plus long, mais aussi plus gros, alors que c'est exactement la même machine, juste en plus long. Donc la photo est très trompeuse, je ne suis pas du tout pour ce genre de marketing, parce que si tu vois la taille d'un Savage X et tu vois la photo du XL derrière, la façon dont ils l'ont fait, tu as l'impression que le machin est presque aussi gros qu'un X-Max. Sauf que c'est pas vrai du tout. C'est juste un Savage X long. Bien. Moderniser un peu la boîte, sans rester dans le orange et noir, puisque le logo HP a toujours été orange et noir, un petit peu retour aux sources. Et en découvrant ça, j'ai aussi espéré qu'ils reviennent justement aux sources, que ce ne soit pas un Rowan rebadgé. C'est ce que nous allons voir ensemble. On a enfin des hexagones en 17 mm dessus, ça veut dire nouvelle fusée. On a le diff central installé. Les nouvelles boîtes à batterie, beaucoup ont dit c'est super. Les anciennes boîtes à batterie allaient très bien, j'ai jamais eu de problème avec, et elles étaient très grandes. Et les Gen6 4S rentrent dedans en plus, en bashing. On a donc un combo Obi-Wing. On a un Quick Run 150, ce qu'on va voir s'il est bridé en fonction ou pas, avec le moteur 2200 kV. Alors ce choix de moteur a toujours été étrange pour moi dans Savage. Après il a une boîte de réduction tout comme le R-Evo, donc ça va. Mais le rapport de transmission HPI a toujours été très court. L'engin est vraiment hyper rapide déjà sorti de la boîte. On va voir ensemble ce qu'ils ont mis comme pignon moteur dessus. Parce que moi, sur celui que j'avais là, sur le niveau, on a mis un 1600 kV. On a mis le plus petit pignon possible. J'ai essayé 16, ça allait pas, on cassait tout le temps les dents. Sur le niveau, j'ai mis du coup un 17. Et le machin, il traçait quand même un bon 80 en 6S. C'est pour ça que c'était pas exploitable en 8. Là, on a un 2200 kV dedans. À voir ce qu'ils ont mis comme couronne principale. Parce que le châssis a été modifié par rapport à l'ancienne génération, puisque maintenant, vous l'avez vu sur celui qu'on a unboxé, mais je vais en reparler là-dedans, le moteur est passé au centre au lieu d'être sur un côté, ce qui leur a permis d'utiliser une couronne plus grande. C'est pour ça qu'il y a une petite modif sur le châssis. On a reçu esthétiquement une nouvelle carreau, des nouveaux pare-chocs. De côté, elle a une bonne bouille. De face, elle est un peu bizarre. Après, ils ont mis des rétros dessus, on ne sait pas pourquoi. On a toujours des pauvres petits clips de carreaux sur les plots. Ce genre de choses qui auraient pu évoluer. Et ce qu'on voit ici, regarde là, ils ont tout capitonné. Pourquoi on ne sait pas? Parce que c'est le meilleur moyen pour que tout rentre et plus rien ne sort. Donc pour le nettoyage, ça va être chaud. Il est annoncé à 60 mph, donc plus de 100 km sorti de la boîte. Et ça, je veux bien croire justement avec le moteur et le rapport qu'ils ont mis. On a donc les pignons d'attaque et couronne principale en 29,9 en version bulletproof. Donc normalement ça c'était de l'acier 12,9 usiné. Parce qu'il y a une version avant ça qui était en acier pressé à froid, comme le fait Traxxas. Et ça ne tenait pas du tout le stress là-dedans. On a toujours les bons vieux amortisseurs en plastique. Les tiges peuvent se tendre. Tu peux arracher les capuchons, mais ça va. On a toujours les bras de pare-choc qui s'écartent à tout va sur le moindre choc. C'est pas génial. C'est pas grave, mais ça pourrait être mieux. Ils ont rajouté maintenant
poignée centrale parce que sur la version verte, il n'y avait pas. Complètement capitonné le variateur avec le bouton on-off collé devant. Donc là, niveau chauffe, je suis pas fan. Ça me paraît bizarre. Les bacs lipo ont l'air immenses mais sont rickety parce qu'en fait, il y a un petit bac à l'intérieur d'un gros boîtier. Donc, ajout de poids, ça s'arrête là. Et comme dit, les pneus, on a vu sur certaines vidéos déjà les gens exploser les pneus et je suis vraiment pas fan du pneu comme ça sur MT. Ça apporte une chose, c'est pas trop de motricité, donc ça sera plus facile à gérer sur l'accélération et surtout en virage. Parce que quand tu as des gros crampons sur MT, tu vas baigner très vite. Ce qui moi me plaît sur les MT, c'est le centre de gravité haut. Justement, le châssis plus haut au centre permet des gros franchissements, de ne pas rester accroché, c'est sportif à conduire, c'est vraiment funky, et c'est ce que j'aime dans les MT. Après, ceux qui savent pas rouler en MT roulent généralement en truggy. Hein, parce qu'après, de l'autre côté, tu as toute la génération d'engins que je considère pas comme vraiment des MT. C'est dommage pour le Serpent. Franchement, le Serpent MTE, s'ils avaient mis une boîte de réduction au centre, déjà on était sur une meilleure voie. En fait, c'est un truggy modifié. Après, le Serpent MT a un petit truc en plus par rapport à beaucoup de ces engins, c'est qu'il a des pare-chocs absolument d'enfer. Ils l'ont super bien équipé, même s'il n'y a pas de réduction, il est quand même bien étagé. Mais l'avantage d'une réduction centrale est une grosse diminution du stress sur la transmise avec le poids et la violence dont on peut faire preuve avec ces engins. C'est le problème du Chronos, c'est le problème du Sledge, c'est le problème du Arrma Kraton. On a des truggy avec des grosses roues, ce qu'on appelait à l'époque des muggy, c'est un mélange entre un truggy et un monster. Et on a toujours le même souci, donc il te faut une grosse couronne, il te faut un petit pignon, le moteur est relié direct dessus, il prend tout dans la tronche, il n'y a pas de clutch drive, il n'y a pas de slipper, il n'y a rien pour protéger le moteur et la transmise. Et je suis pas fan du tout de ce genre de truc. Je m'attendais vraiment à ce que le Sledge ait un clutch drive, ne l'a pas. Et celui-là, précisément, tu vois, vous croyez que je tourne en boucle, mais non. C'est pour vous amener à un point très précis. Ce machin-là a non seulement le diff central, mais un slipper dessus, normalement à 2 disques, donc multidisque. Alors, en option, si, oh là, je vous ai dit une bêtise, regarde. En option, on te propose les pignons en acier usiné. Ça veut dire qu'à bord, il n'y a pas le haut de gamme. Pourtant, 850 € le bestiau. On a les roues HP Flatline, ne les achète jamais. Ces pneus béton ne sont pas bons du tout. Le pneu se déchire très vite, ça explose. Il y a une version chinoise qui coûte 40 ou 50 € les 4, que voici, qui est bien plus fiable. T'as pas les jolies jantes en chrome, moi je préfère les noirs personnellement sur ce coup-là. Il y a un petit insert métallique, ces pneus coûtent 40-50 € les 4, ils sont bien meilleurs que les origines HPI. Tu as les super amortos Big Bore Teflon, ça c'est hyper doux et soyeux. J'adore vraiment. Tu as un kit de bar stab. Sur MT, ma foi, un kit de bar stab, ouais, si tu mets les roues pistes, ouais. Sinon, ça sert à que dalle. La wheelie bar, parce que celle-là, normalement, sur le XL, on espérait qu'elle soit avec, mais non. Et des tirants supérieurs qui sont réglables. D'origine, sont fixes. Tu peux mettre des réglables, c'est pas utile. À voir maintenant si RPM, parce que RPM à l'époque a fait beaucoup de pièces pour ces Savage, fait toujours encore ces pièces. Tu peux avoir aussi bien sûr une tonne de pièces en alu pour cette machine, c'est clair. Ouais, t'as vu, hein, je vous tire un petit peu en longueur les amis, je vous tire un petit peu en longueur. Alors là-dedans on a un petit sachet avec une clé de roue en plastique de 17 mm, une petite clé qui est juste fabriquée à la presse. J'ai encore oublié le nom. Emboutie, toute simple. Et les plots de carreaux rallongés pour l'arrière, ça a toujours été fourni avec, on ne sait pas pourquoi. Très très bête chez HPI, si tu veux les plots de carreaux, tu les trouves pas séparés. Ça s'achète avec un lot, et normalement c'est je crois avec les pare-chocs. Tu achètes les pare-chocs et les plots de carreaux. Enfin, il y a une espèce d'ensemble à acheter, c'est très dommage. On aurait bien aimé avoir ces plots de carreaux au détail à gogo. On a la radio qui est déjà là, parce que j'avais déjà ouvert le carton pour jeter un petit coup d'œil dedans. J'étais quand même impatient de l'avoir celui-là. Et comme ça traînait pour vous faire la vidéo, j'ai ouvert, j'ai regardé dedans. C'est le mien, je fais ce que je veux. On a la vieille TF40.
La vieille TF40, donc, passée en maintenant 41. Pourquoi on ne sait pas parce qu'il n'y a aucune évolution de la radio. Bien sûr, on aurait aimé. Alors peut-être ils ont fait ça pour que les gens reviennent sur leurs souvenirs de HPI. À l'époque, ils avaient sorti cette radio qui est très bien. Parce que cette radio a évidemment un trim de la direction, un trim des gaz, un dual rate de la direction, une troisième voie annexe si tu veux rajouter une petite option. N'oubliez pas que si vous voulez piloter les feux, les LED ont que le plus et le moins. Il n'y a pas de signal. Il vous faut un petit boîtier qui fait le signal si vous voulez commander des feux ou quoi que ce soit par là. Et ici, on a les butées de direction gauche et droite et de gaz et frein. Et là-dessous, on a un petit tournevis fourni avec qui te permet justement, tranquillement, d'aller bloquer ces trucs-là. Donc pas très accessible pour un gamin, évidemment, tu lui enlèveras le tournevis, parce qu'il va te faire voir une fois, il va te voir faire une fois et c'est fini. Il saura où est le truc et il va se débrider les choses. Faire très attention, parce que c'est le premier truc que j'ai fait. Quand j'ai reçu cette radio, les butées n'étaient pas à fond, elles étaient qu'à moitié. Ça ne veut pas dire que l'engin va à moitié, parce que eux, ils ont calibré le neutre, plein gaz et frein, sur ça. Par contre, du coup, ta course gaz-frein est hyper brutale, puisque tu n'as pas toute la course, mais tu as toute la puissance. Ça revient donc en gros à balancer toute la puissance sur les 2 tiers de la course, donc dès que tu touches, ton engin est très brutal. Donc là, je l'ai mis à fond maintenant, et quand on branchera le véhicule, on refera le calibrage du neutre. Donc très important, faites gaffe à ça. Donc là, les butées, c'est facile, tu mettras en route, tu braques à fond à droite, tu regardes si tu es bien en limite butée, il n'y a rien qui force, tu feras la même chose à gauche. C'est déjà réglé ici là-dedans, on a des réglages différents, donc on verra sur le véhicule si c'est fait ou pas. Comme dit, on aurait aimé quelque chose de plus moderne, plus compact. D'un autre côté, c'est fiable, ça fonctionne. On a des petits réglages sympas, on n'a toujours qu'une antenne, mais ça, jamais dû la déplier en l'utilisant. C'est rare de devoir vraiment sortir l'antenne pour aller méga loin. Voilà. Souvent, de toute façon, les radios clair-terre, c'est rare que ce soit des radios super chouettes avec tout ce qu'il faut. Mais bon, il y a du mieux. Enfin, il y a du fiable, du bon, donc on est déjà content. Et voici la question. On a évidemment la notice qu'on va ouvrir ensemble, parce que moi c'est vrai que la notice normalement je ne regarde pas. On te livre encore quelques petits stickers avec. HPI Racing, entrée d'air, calandre. On va voir si elle est dessus ou si l'on pas mise. Le petit truc de garantie de mise aux normes, la petite feuille spéciale Europe. Une notice donc qui a été mise à jour pour le nouveau produit. La petite fiche additionnelle, QR code machin pour le geek. Pour aller sur le site et tout voir en détail. La notice qui est en anglais, allemand, français et chinois. Dans le temps, ça se faisait pas vraiment beaucoup des notices chinoises, ça vient de plus en plus parce qu'ils sont plus que nous, c'est eux qui décident finalement. On a. Alors attends, ils ont tout mis 4 fois? Non. Non, ça va, c'est multilingue sur un truc. Tout va bien. Tout va bien. Donc notice très claire et détaillée, vue exploser ou éclater, c'est comme tu veux, ça revient au même de toute façon. La mousse des pneus a la même référence que pneus, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la mousse séparément, parce que pour certains pneus HPI, tu peux avoir les mousses séparément. Donc ce qui a changé, ce sont les plaques de châssis, les caches additionnelles, bac à batterie et surfixation. Ce système, ils l'avaient déjà, c'est juste qu'ils ont passé le vario devant, ils ont changé la boîte radio. On a donc toujours l'étagement avec le slipper multidisque, tu peux voir ici, on a bien 2 disques ici. Diff à 4 satellites bien sûr. On a eu en fond d'aluminium plus des plaquettes. On ne sait pas pourquoi ils ont mis des plaquettes en plus de la fonte d'alu. Peut-être un problème de moulage ou autre. Bref, ça fonctionne. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que ces vis là soient bien montées à la loctite rouge. Parce que avec les pressions et les chocs, les machins, ça peut se desserrer. C'est ce qui nous arrivait souvent à l'époque, surtout quand tu mets des huiles de diff très très dures. Surtout pas en mettre trop. Parce que la surpression va causer l'arrachement de ces vis ici dans le boîtier, c'est que de la fonte d'alu, c'est relativement fragile, donc faites gaffe à ça. À l'époque ici on avait aussi des roulements qui étaient pas super solides, c'était du 16 par 8 par 4, on ne sait pas pourquoi ils étaient allés mettre du 4 là-dessus sur les sorties diff, parce qu'il y a quand même beaucoup de stress sur les diffs, quand tu prends des coups sur le côté, le cardan ici, la noix de cardan, où est-ce qu'elle est là,
la boule ici, la sphère au bout du cardan va taper au fond de la noix et va pousser dans le diff. Hein. Donc pignon satellite, tout ça sont malmenés, le diff il bouge et ça a amené des casses aussi. Sur la version One que j'ai eu, on avait du 16 par 8 par 5. Donc ici, il faut aller voir dans la ref. On a ici le B0425. C'est ce qu'on va aller voir. B0425. 8 x 16 par 5. Ils ont donc bien changé les roulements là-dedans. Ça, c'est cool. On a un vario donc, qui est bridé à 5 fonctions. On peut programmer le sens de marche, donc avant avec frein, marche avant et arrière, et version rock crawler. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Intéressant. On a un drag brake. Moi, je m'en sers jamais en loisir. J'aime bien avoir une roue libre. On a le cut-off lipo qui est par défaut à 3.2. Passez-le à 3.4 pour être tranquille. On a le punch. Ça, c'est important pour la brutalité. Si tu mets ton punch à fond, en l'air, ça sera beaucoup plus simple de faire des figures. Au sol, ça sera plus compliqué de passer la puissance au sol proprement, par contre. Et attention, plus tu montes ton niveau ici, plus tu stresses aussi tes lipos au moment où tu appuies sur le gaz, tu demandes beaucoup, donc ça tire fort dans les lipos. Donc sur 5, c'est pas mal. Si vous n'êtes pas aguerri à ce style de conduite, surtout si vous partez tout de suite en 6, je vous conseille de descendre à 1, 2, 3. Faites gaffe sur 1, par exemple, par contre, si ton nez pique, tu auras du mal à redresser l'assiette. Hein. Freinage par défaut à 50 sur un variateur Bing Quick Run, ça c'est bon. De toute façon, c'est toi qui fais la progressivité, n'oublie pas. Hein. Tu lâches tes gaz, tu touches ton frein et tu freines ce qu'il faut. C'est pas la peine d'enfoncer à fond. Quand tu enfonces à fond, tu bloques tes roues. C'est comme sur le véhicule échelon. Tu t'amuses pas à 130 sur l'autoroute à mettre la pédale au fond à chaque fois que tu veux ralentir un peu. Il faut penser pareil. Pour les gaz, c'est pareil. Ici, on t'explique donc toutes les butées et le fonctionnement de la radio. Et le reste, c'est le détail. Regardez-moi ça. Hein, un plan à l'ancienne bien fait avec tous les détails. On a déjà des rondelles de Scheim d'un côté. Ça, c'est embêtant derrière le roulement parce que si tu veux changer ici et régler l'entredent, il faut démonter tout le diff. Il faut enlever la couronne. Il faut sortir la noix. Après avoir enlevé le petit axe ici pour aller remplacer ces petits Scheim qui sont là derrière. Je préfère largement les Scheim qui passent par-dessus la noix, qui sont butés sur la bague extérieure du roulement. Alors, tu les as pas, c'est comme ça. Après, avec des grosses dents comme ça, on ne devrait pas être obligé de refaire le Scheim de toute façon. On a le détail de la suspension, le détail du slipper. Alors la couronne 116 357, on va aller voir de plus près. 11 357, 16 357, où est-ce qu'elle est 116 357, 116 355, on passe à 59. Intéressant. Allez, au départ. Donc, c'est une couronne principale en 43. Celle du HPI Savage du 5 SC Flux était en 52 dents. Donc, on a toujours la vieille petite couronne. Et tiens, allons voir. Ouais, je sais, vous voulez voir l'engin. Allons voir rapidement autre chose. Pignon moteur. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme pignon? Alors, je suis pas fan de ne pas avoir les détails, de devoir aller chaque fois derrière dans le détail de la liste pour voir les spécifications de la chose. 16. Ils ont mis 1642 et on a des roues pas trop grosses. Donc ça, c'est le rapport que j'avais avec un 1600 kV et l'engin allait déjà méga fort. Avec des roues pas plus grosses. Hein. L'engin allait déjà fort avec le 1635, on a mis même 17 parce que le 16 on avait beaucoup de jeux, parce que le moteur ne pouvait pas le bouger autant, donc on va voir ici, de toute évidence ça passe, puisque c'est d'origine. Moi j'arrivais pas à faire proprement l'entre-deux en 1635, en 1642. Hein. Donc là, de ce côté-là, tout va bien. Pour l'entre-dent, toujours la vieille méthode de la feuille de papier. Tu prends du papier A4 tout simple. Perso, je préfère regarder à l'œil nu, voir mon petit jeu, mon petit jour, quand c'est possible. C'est pas toujours possible, c'est clair. Ici, ils t'ont expliqué ce qui va moins vite avec plus de couple ou ce qui va plus vite. Le rapport d'origine par défaut. Pour que tu vois où t'en es, un rapport de 15,17. Donc 15,17 tours moteur égale un tour de roue final. Hein? Faut y penser, c'est pas négligeable. Et voilà. Et maintenant, on va donc passer à la machine. Voilà. Maintenant, ne dérangeons pas la coutume. C'est le moment de faire poète. Alors, voyons voir ça. Alors, point de vue gommard. Le design, comme dit, bon, c'est les petits logos HPI, mais
honnêtement, optiquement, c'est à chier. Reste que c'est efficace les multi-picots, vous l'avez vu sur les Dirty Bones, vous l'avez vu sur les Blockhead, c'est clair. Le pneu est très très mou, ça c'est marrant, on est un peu sur le feeling un peu moins caoutchouteux que les Blockhead, mais la même mollesse par contre avec moins de gomme. Hein, on est quand même ici pas trop au niveau taille. Et le caoutchouc par contre a l'air bien costaud. Les Dirty Bones par contre eux sont très légers et sont plastifiés. Là moins. La jante t'aime ou pas, moi j'aime bien. Ça dépend peut-être un peu trop, mais ça lui donne un bon petit look agressif. A voir après la qualité du moyeu. Parce que quand on voit le design là et un peu le style, on a un peu peur de se retrouver avec les roues qu'on avait sur le Hobby King Berserker, les ZD Racing là, qui étaient très belles, beaucoup de départs, mais qui finalement n'étaient pas efficaces du tout. Suspension. Sortie de la boîte, très très souple, c'est un MT. Hein, vous l'avez vu, le mien je l'avais laissé comme ça, très souple. C'est sûr quand tu fais des sauts, ça va aller taper. Mais à rouler, vous pouvez demander Papa RC, c'est une crème. C'est vraiment super agréable. Alors, on va virer le film de protection. On va démonter une roue aussi, on va la peser. On va parler de l'accès au diff. Normalement, maintenant qu'il y a 3 diffs plus le slipper et tout, surtout avec des pneus comme ça, qui ne sont pas trop violents, ça devrait bien se passer pour les diffs. Je suis un peu déçu quand même de ne pas avoir les diffs en acier usiné là-dedans. Enfin, on va devoir ouvrir pour le voir. On va voir si on peut... Parce que il va quand même falloir que j'y accède pour pouvoir renifler le diff pour savoir quel acier est utilisé. Parce qu'à travers le plastique, c'est quand même très difficile de sniffer l'odeur. Alors, on a évidemment une grosse garde-sol max. L'engin, quand les batteries sont dedans, navigue à moite-moite, comme ça à peu près. C'est génial. C'est un engin qui, malgré qu'il n'ait pas des bras de suspension hyper larges, tu vois, c'est quand même relativement court. Les bras sont aussi longs que ceux du Hobo Hyper MT. Par contre, on a un débattement très conséquent. Il n'y a aucun autre engin sur le marché qui a rattrapé ça dans cette configuration-là. Le R-Evo a un peu plus de débattement parce qu'il a les cantilevers. Mais sinon, tu vois, le Hyper MT Sport Plus n'a pas ça. Il faut prendre le MT2 avec les bras plus longs, avec les amortos plus longs pour se retrouver avec ce débattement-là. Le Sen n'a jamais eu non plus un super débattement. Et le point fort de HPI a toujours été qu'on n'a jamais eu de soucis. On a ici 4 cardans qui ne sont pas homocinétiques, c'est des simples dog bones, donc os à chien. Et ni devant ni derrière, on a des soucis avec ces cardans, avec l'angle maxi, l'angle mini, la butée au fond, etc. Tout ça, ça colle parfaitement ensemble, ça fonctionne à merveille. On a 2 types de triangles. On a avant droit, arrière gauche et avant gauche, arrière droit. Tu peux les mixer, donc il ne faut que 2 références. On a les portes fusées ici, on va enlever la roue, ce sera plus simple, qui sont les 4 identiques, et tu peux les mettre dans tous les sens. Amorto évidemment aussi, tirant supérieur aussi, il ne faut qu'un seul pour pouvoir faire les 4 coins, c'est sympa. On a le nouveau pare-choc qui donne un peu plus de prestance que l'ancien. Bon, l'ancien c'était un peu l'ancien style, un peu plus arrondi, là ils sont passés même sur du carré, sur la carreau. Comme dit de côté, elle a une bonne bouille cette carreau, de face aussi. Après, bon, c'est comme tout, on va s'y faire. Je la trouve un peu bizarre sur l'arrière. Mais bon, c'est un choix. Ils ont mis un espèce d'arceau, mais vissé sur la benne avec des toutes petites vis dans le Lexan. Ça va pas bien se passer. On a des rétros, ils vont gicler. On a des prises d'air. On a une calandre qui est rapportée dessus. Donc tout ça alourdit la carreau. Qui est. Alors, le Lexan HPI, c'est comme le Lexan Traxxas hein, ou d'autres, Arma, etc. Ils sont radins sur ça. Ils pourraient nous faire des carreaux en 2 mm, mais ils font rien. Résultat, tout ça, ça va s'arracher de là hein, sur les gamelles. Ce carreau ne survivra pas. Il y a un petit renfort ici, mais tu vois, ça va se déchirer ici, c'est clair, là aussi. C'est dommage. On a tout ça qui est fixé avec des clips. Je vois pas du tout l'intérêt d'avoir fixé ça avec des clips. Ça va s'arracher, ça va passer à travers. 3 tonnes de clips. Ça, sur les premiers chocs, c'est pareil. Hein, on va tout arracher à travers. Je vais virer ça, je vais mettre le sticker, c'est clair. Les prises d'air, c'est pareil, on a des stickers, ça le fait aussi. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour protéger un petit peu les clips. Au minimum, au moins, les clips sont protégés. Là, on va toucher là-dessus, pas sur le clips. On n'a rien sur le toit, on n'a pas de renfort à l'intérieur.
Ce qui aurait été cool, évidemment, c'est de faire un arceau ici, 2 barres qui partent de là, qui vont là, qui vont là, qui vont là, avec quelques jonctions. Ça aurait été utile. Et évidemment, un système de fixation un peu plus moderne. Hein. Après, je sais bien, Traxxas, ça fait les trucs sur le brevet et tout, machin, il ne veut pas se faire carotter, mais bon, il y a moyen peut-être de te faire un truc dans le genre. C'est la première. On va bien sûr faire l'essai comme ça, hein, pour le faire rouler avec cette carrosserie, parce que ça pète quand même. Après, de toute façon, c'est orange, hein, j'adore. C'est pour ça que j'ai mis le t-shirt bleu avec, tu vois, c'est le couleur RC Garage. On est allé penser loin, ce qu'on allait penser loin. On aime beaucoup, évidemment, les ailes bien marquées sur la carrosserie. Et oui, évidemment, on va passer ça à Jean et Thomas, nos apôtres du bâche, pour qui nous fassent ça. Donc il y aura ça sera intégré dedans, tout simplement, hein, pour renforcer naturellement la carreau avec le matériau déjà renforcé. Et ce que je ferai après l'essai, pas sur cette carreau pour pas l'abîmer, on fera ça sur la carreau renforcée ou n'importe quel autre carreau renforcé. Il faut savoir qu'ils ont déjà au moins 4 ou 5 modèles de carreaux qui se montent dans cette taille-là. On a la Cowboy PRMT2, il y a la Savage XL, donc la version verte, ils me l'ont faite. Elle est dispo au catalogue. Tu peux mettre d'autres styles de carreaux si tu veux partir plus sur un truggy. Tu peux évidemment parfaitement mettre une carreau Team Magic dessus. Tu vois, tu vires l'arceau, tu descends ça, tu te fais une fixation, tu mets ton aileron. Chacun ses goûts, chacun son choix. Beaucoup aiment bien mettre, même si moi je trouve ça vraiment très bizarre, des carreaux de short curse par-dessus. Je trouve ça vraiment étrange. Surtout avec le gabarit des roues et les machins, ça fait vraiment louche. Mais comme dit, il en faut pour tous. Chacun fait comme il veut, comme il a envie. Vous avez quand même un gros catalogue là, les ACRC Body, tu vois, de dispo pour faire ce genre de choses. Ceux que ça éclate, c'est clair. Alors, faites gaffe à cette carreau, soignez-la, parce qu'elle ne durera pas longtemps. L'engin est quand même relativement lourd. On va rapidement le peser. Bougez pas, je vais mettre les petits stands sur la balance. Ah, comment je peux faire pour le peser? Il n'y a pas de prise au bout pour le suspendre à la prise avec tout son poids. Nous avons un poids à vide de 5,7 kg. Résultat, avec les lipos à bord, alors qu'on a des roues relativement petites, on va être à facilement 6,5 kg. Donc encore un poil plus lourd que le sledge. Alors, on va rapidement enlever nos roues. Poser un petit peu le méca là derrière. On a des écrous avec des cannelures. Ça, c'est super. C'est chouette, hein, la mise au point du téléphone. Hop, mise au point. Hop, mise au point. Bien. La roue est relativement légère. Ça ira très bien sur un truggy, muggy, genre sledge. Hein, et on pourra mettre les roues du sledge qui sont bien ballonneuses et violentes à souhait là-dedans. Il y en a un truc très bizarre. J'ai un point dur là. C'est quoi cette histoire? J'ai un raccord de mousse là. Bon, ça va se distendre tout seul. Hein. Une fois que ça va ballonner, ça va aller tout seul. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas éclater en ballonnant, comme les sledges par exemple. Enfin, les Sledgehammer Traxxas, ce côté-là sont très bons. Le blocade aussi, évidemment. On a quand même 300 grammes là-haut. Contre 320 grammes une Sledgehammer. Donc, si on mettra les Sledgehammer, on n'amputera pas trop grand-chose niveau poids. On n'aura pas de soucis non plus. Point de vue des ports, qui est déjà bien. Comme dit, il y en a 2-3 qui les ont éclatés, alors à voir. J'ai pas vu les vidéos. Si ça a éclaté, c'est toujours la même histoire. Hein. Si tu abuses, ça va éclater. Et je pensais vraiment qu'ils avaient viré les élargisseurs, les gars. On a une roue avec un déport de fou. Et on a toujours ces satanés élargisseurs. Alors là, je suis sur le tulle. On a bien une nouvelle fusée, parce que l'autre avait un filetage au bout ici. On a bien une fusée standard, mais on a toujours une fusée méga large. Bon, par contre, comme elle est en 8 mm, on n'aura pas de problème de cassure. Celle-là, je m'y attendais pas, tu vois. Je pensais pas qu'ils avaient mis les élargisseurs plus les roues à départ. C'est assez fou. Donc cette pièce, tu peux la mettre partout. Il y a des roulements 16 par 8 par 5, il y en a dans les diffs, il y en a sorti de diff. Donc tout le véhicule est équipé de 16 par 8 par 5.
peut-être un ou deux petits roulements à l'arrière dans la boîte ou niveau slipper ou niveau direction, on va voir ça. On a ces tirants là aussi qui vont aux quatre coins. Là aussi au départ il y a des problèmes, ça a été amélioré avec le temps. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux casser là, mais comme tu peux inverser les pièces devant, derrière, à gauche, à droite, à gogo, tu peux te sauver rapidement tout seul sur le terrain. Ça peut s'arracher ici aussi. Personnellement, sur tous les Savage que j'ai eu, j'ai fini avec les portes fusées alu, tout simple, qui suppriment ce système-là pour éviter le problème. Pourquoi ça pète à l'arrière plus souvent qu'à l'avant? Pour une raison très simple, c'est qu'à l'avant, tu as la direction, tu as un sauve-cerveau. Tu peux encaisser ton choc latéral sur cette pièce quand tu tapes. À l'arrière, non. On a énormément de stress, tu vois, regarde, ça travaille fort, ça va casser là ou là. Au bas haut, pour ça, on a fait un petit renfort, une petite pièce renfort pour aller bloquer ici. On pourrait voir ça éventuellement aussi là-dessus. Mais je pense que vraiment, une paire de portes fusées alu fera super bien le boulot. Avant de continuer, tant qu'on a enlevé une roue, on va faire ça aussi. Attention, attention au poids. Ces roues-là pèsent une tonne. Donc je dirais que c'est pas une bonne idée avec le rapport d'origine. Mais on est bien sur la même taille. Hein. Mais là, on est à 400 grammes et des brouettes. Le pneu, je vais le repeser pour être sûr. Pour pas vous dire de bêtises. 450 grammes. Hein. 150 grammes de plus, ça fait 600 grammes de plus sur le véhicule. Ça nous ramène à plus de 7 kg. Donc si tu roules avec des roues Jetco, il va sérieusement falloir se pencher sur du petit KV vitesse. Hein. Ça c'est clair. Voilà. Il va être bien aussi avec les blocades. Hein. Ça lui donnera un méga look. Hyper méga massif. Bien. On va enlever la carreau, on a causé des roues, on a causé des roulements, on a causé des diffs, mais on va encore aller toucher un petit peu du diff. Et maintenant on va aller sur la méca elle-même. Les vis sont à nouveau les vis 6 pans, hexagonales, plastique. Yes. Les plastocs. On a constaté que sur la version précédente, ces plastiques étaient plus flexibles que les triangles qui étaient d'origine à l'époque sur ces Savage. J'ai eu peur donc que ça soit plus fragile, ça s'est montré plus solide. On a fait un paquet de gamelles où je peux te garantir que j'aurais déchiré du triangle d'origine HPI de l'époque. C'est pour ça qu'on avait les RPM. Avec cela, ça s'est bien passé. On ne sait pas si le plastique est... On a l'impression qu'il est un peu plus souple, il est un peu plus grisâtre. Tu verras peut-être pas à la caméra. On a ici, tu vois, cette pièce qui est bien noire. Celui-là, il est plus gris. Donc ça, a priori, ce serait l'ancienne fabrication. Et ça, ce serait donc ce qu'on avait aussi sur l'autre, c'est-à-dire un plastique plus flex. On peut vraiment le tordre dans tous les sens. Et ça, c'est pas plus mal. C'est peut-être ça aussi qui a causé le fait que le cardan se tord plus vite. Mais comme j'ai constaté, parce qu'on a un tonton qui m'avait envoyé des cardans de son HPI Savage de l'époque, les cardans HPI, et Papa RC peut en témoigner, on avait les deux en main, il y a une différence claire de matériel. Hein. C'est sûr. Hein. Bon, on a reniflé comme on pouvait, on n'a rien senti à ce sujet-là. Niveau des huiles de diff, très détendu à l'arrière, à l'avant et au centre. Ça, c'est pas cool et ça explique l'explosion du pneu, effectivement, que certains ont eu. Tu mets 6S là-dedans, ça va être violent. Ça va mouliner, tu vas lever l'avant, la puissance va partir devant. Si tu es en virage, tu as 3 roues par terre et c'est la seule qui est en l'air avec 3 diffs, va prendre toute la puissance. Ça, c'est pour moi un mauvais choix de la part de HPI. Donc déjà là, je vais... Ouais, il faudrait que je vous fasse laisser stock, mais je sais déjà que je vais m'ennuyer. Je vous l'ai fait avec le Hyper MT au bas haut, vous l'avez vu. Ça passe, mais il faut doser, tu perds beaucoup de puissance, etc. Et ça, c'est dommage. Parce que là, déjà, je vais devoir ouvrir l'avant et le centre, déjà, pour mettre de l'huile plus dure, surtout au centre. Et surtout à l'avant. Pourquoi? Pour justement sortir le virage. Là, tu braques, tu tournes, tu lèves, tu accélères. Tu as tout qui fout le camp sur une roue, tu pars pas. Si tu mets de l'huile plus dure à l'arrière, il va être plus réactif de l'arrière, il va drifter plus. C'est un 4x4, donc j'ai pas besoin de ça.
Moi j'aime bien rouler avec un peu plus d'effet de traction, donc je vais durcir mon diff avant pour les sorties de virage et mon central pour mieux passer la puissance entre les deux trains. Ça c'est clair. Avantage du Sen GSTE sur le Hobao et le Savage, la direction. Le Hobao et le Savage ont le même problème depuis toujours. Ils ont un angle de direction relativement restreint. Ça pose aucun problème dans les surfaces où ça glisse. Ça pose problème là où ça accroche. C'est clair. Le Erevo, lui, il n'a pas ce souci là non plus sur son train à rotule. Il a une super direction comme le Sen GSTE. On se retrouve ici avec les alus orange. Je suis bien content que ce soit pas revenu aux alus violet. À un moment, ils avaient du violet, mais c'est pas beau, quoi. Ils sont allés pousser le bouchon par rapport à la version que j'avais précédemment de mettre aussi l'alu clamp moteur et central en orange. On voit clairement par contre que c'est de l'alu de vraiment basse qualité. Hein, ça c'est clair. Ça c'est même pas du 60-61. C'est vraiment, tu vois la façon dont c'est fait, c'est des pièces embouties, vraiment au niveau de finition. Et on a une modif du support moteur. C'est la raison pour laquelle le pignon de 16 passe. Allez voir l'autre vidéo. L'autre clamp est à la verticale, au niveau des boulonnages ici, et on a des cales. On a des grandes vis avec des cales. Souvenez-vous, moi j'avais ce problème que les cales étaient un peu trop longues, ça clampait pas comme il faut le moteur, donc du coup il allait se balader. Ici, ils ont supprimé ces cales, ils ont clampé ça de travers, ce qui fait que tu serres directement les clamps sur le moteur sans buter. Attention, donc si tu serres trop fort, tu vas écrabouiller ton carter moteur. Hein. Ce qui n'était pas le cas avec les cales. Elles t'empêchaient, elles butaient sur le truc, tu étais buté entre les cales et normalement ça aurait dû être calculé que ce soit le bon, que tu sois pile poil dedans. Ça n'allait pas tout à fait, c'est pas très grave. On a donc bien un tout petit pignon de 16. Et comparé donc à l'autre, on a le slipper déporté sur la gauche et le moteur un peu à droite, mais tout ça dans le centre. Sur les anciens systèmes, on avait le chariot moteur qui ressortait ici d'un côté, parce que cette pièce sortait au centre. Donc la transmission est faite différemment. Ils ont rajouté une petite clampe pour passer les câbles ici, ça c'est sympa. C'est un ensemble Beaming, mais ils ont gardé le vieux système de connecteurs HPI. Il y avait avant du Castle, donc on avait les connecteurs boulettes 6 mm. Ils sont restés là-dessus. Le Vario qui est donc méga planqué là-dedans. Il est fixé avec une clampe et par-dessus ça vient encore un cache. On a la boîte radio qui est là, que nous allons ouvrir parce que le point faible de HPI, ça a toujours été une boîte radio qui n'a jamais été étanche. Mais pas étanche du tout. Hein. Je parle. Les autres, c'est pas étanche non plus, mais eux, c'était pas étanche du tout. Sauf Team Magic sur le E6 qui avait le must du must. Le cache, tu as une petite languette à tourner pour l'enlever et tu te retrouves ici avec ton bac lipo. Donc nous allons mesurer grâce à ton Pierre-Yves qui est toujours parmi nous pour apporter de précision. On a un bac qui fait 160 mm sur 50 en profondeur. Tu mets pas tout ce que tu veux, mais quand même beaucoup, hein, parce que tu as toute l'épaisseur et la profondeur du bac. On a un bon 50 aussi en profondeur ici. Et nous allons faire tout de suite le test. On va pousser le bouchon. On va mettre une 4S Hardcase. D'un côté, rentre large, à ce niveau-là. Et là, à mon avis, ça va bugger. Donc on a une sangle longitudinale, donc tu fais attention si tu as des câbles par là. Tu vois, ce genre de batterie, par exemple, ça va pas idéalement dedans. Hein. Alors là, j'ai des softs, ça c'est sûr, les 4S Softcase rentrent. Je vais quand même juste pour voir si on arrive à passer la hardcase. Non, parce que tu n'arrives pas à fermer. C'est là que ça coince. La 4S Janes, par contre, ça rentre tranquille. On est bon. Bizarrerie, HPI a choisi des connecteurs DIN. C'est très étrange, puisqu'on sait bien le nombre de fois on a eu des problèmes avec ces connecteurs. Ça a cramé de la batterie, du connecteur, du Vario. Pourquoi? Parce qu'un connecteur plat peut faire des étincelles. Il peut s'écarter. Du coup, tu as une augmentation de la tension entre les deux pôles, puisque quand le courant, l'étincelle est tendue, c'est le principe d'une bobine, tu augmentes le voltage. Donc, 25 volts sur une étincelle comme ça peut sortir 75 volts en tension, pas d'ampérage. Mais ça crée des échauffements évidemment. C'est principalement la prise DIN qui font. Mais on a beaucoup de gens qui ont eu des soucis, justement la prise DIN a fondu
au point où les pôles se sont touchés. Donc la batterie a cramé, les câbles de batterie ont commencé à cramer, ça a fumé la batterie, ou ça a fait sauter le vario. Même si les Quick Run ont une protection d'inversion de pôle, protection d'inversion et court-circuit, c'est pas la même. Hein. Ça va cramer. Le moteur Flux AMH n'est rien d'autre que le Hobbywing 2200 kV. Pour moi, ils auraient dû prendre le 2000, puisque le Hobbywing ne fait pas de plus petit carré. Un 2000 aurait été un meilleur choix. Avec la taille de l'engin, son poids et sa démultiplication, la réponse sur ce que moi je mettrais dedans, vous l'avez déjà, c'est le Léopard 4082 1600 kV qui est une bonne vieille brute. Hein, c'est clair. Et c'est probablement ce qui va arriver à celui-là aussi. Bon, il est chez Papa RC, il va falloir que je me recommande. Châssis. Alors slipper, avec ce slipper double disque, pas spécialement de problème. Faites juste gaffe à l'écrou de stop là derrière, il est assez à la limite. Une fois qu'il a chauffé 2-3 fois, s'il se dessert trop facilement, remplacez-le impérativement parce que ça va poser problème. Hein, donc faites gaffe à ce slipper, un bon réglage est nécessaire. C'est un peu moins sensible parce qu'on a déjà 3 diffs. Mais faites gaffe à ce réglage, prenez-vous le temps de vous habituer à aussi le contrôler. Ça c'est le piège, d'enchaîner les packs sans contrôler le serrage de ce slipper. Plaques châssis, comme tu peux le voir, ne sont pas très épaisses. On est à peine à 3 mm. Ouais, vraiment juste 3 mm. Avec la longueur du châssis. Et le fait que, bon là, il y a un petit renfort parce que c'est fixé avec le bloc moteur. Mais là, comme tu peux voir, là haut, il n'y a rien. Devant, ça tient un peu dans la boîte plastique. Il y a 2-3 renforts en bas. Mais on a tous déjà fait des accordéons de ces châssis-là. Le châssis Sen est plus solide. Mais même lui, sur les cas extrêmes, on a réussi à le plier. Il existait plein d'options à l'époque de FLM, Alza Racing, etc. Tu les trouves toujours. Maintenant, à savoir si je vous invite à aller voir le site Alza Racing, ALZA. C'est Dejan qui est le patron là-bas. Il fait du super boulot en usinage. Il nous avait fait plein de châssis pour les Sen, pour les HPI, pour les Flux, pour les Baja, etc. Enfin, pour rallonger, raccourcir, même le cardan central, du coup, plus long, plus court, selon nos besoins. Allez voir là-bas. Je ne sais pas s'il a déjà fait, je ne suis pas allé voir avant de faire la vidéo, s'il a déjà fait une mise à jour concernant ce nouveau HPI, s'il a déjà aussi donc son châssis renforcé sur cette base-là. Moi, évidemment, j'ai la chance d'avoir RC by J qui est pas loin, donc je pourrais passer ces plaques-là RC by J pour qu'il nous fasse ça, évidemment, en carbone. 5 mm suffira, on ne va pas pousser à 6, même 2x4 ça suffirait. 2x6 ça pourrait être bien overkill par contre. On n'est plus à ça près, vu le poids du bestiau de toute façon, surtout si on passe en 8, après on est parti dans les 7 kg. Méfiez-vous évidemment quand vous montez la charge du véhicule, les roues plus grosses, moteur plus gros, batterie plus lourde, c'est la transmission derrière qui va payer l'addition. Et les plastiques, triangles, suspension, etc. On a toujours tous aimé aussi ces étagements ici à 2 ressorts. Je préfère les spires progressives à 2 ressorts. Beaucoup préfèrent 2 ressorts parce que tu peux avoir différentes duretés de petits ressorts et différentes duretés de gros ressorts. À quoi ça sert? Eh bien, c'est super simple. Dès que tu comprimes, tu vois, le petit ressort est comprimé en butée. Il sert donc plus de cale au grand qu'autre chose. Mais quand tu es en accélération, quand ça déleste, justement, tu as la possibilité d'avoir des petits mouvements de suspension. Alors là, c'est peut-être l'inverse. Ils ont mis un plus dur en haut et un plus souple en bas. Donc tu as les petits mouvements de suspension compensés par l'un des 2 ressorts. Et quand c'est en appui, par contre, ça se durcit sur la fin, tu vois, vraiment très souple ici, détendu, ça se durcit un peu et à la fin ça devient vraiment très dur. Donc tu peux modifier ça, alors que quand tu as un ressort progressif, tu as juste différentes duretés de ressort progressif, mais tu ne peux pas faire les 2 choses indépendamment. L'avantage du ressort progressif par rapport à double étage, c'est que cette bague ici, elle frotte sur la morteau et elle se grippe. Avec la saleté, la terre et tout ça, ça amoche le corps et tout ça. Ça se bloque vraiment très vite quand tu roules dans la boue, la flotte, la saleté, tout ça, le sable. Te grippe cette bague, du coup tu perds cet effet de ressort. Grand classique de l'époque, la perte des coupelles. Le ressort peut foutre le camp, la coupelle aussi. C'est pour ça que beaucoup de marques ont fixé la coupelle. Ça se voit de plus en plus. Obao fait un clip, Straxas fait une vis, Timasso fait une vis, d'autres aussi. Donc, à l'ancienne, ici, tu as une petite ouverture, tu passes un petit rilzan à l'intérieur
tu chopes de l'autre côté et tu le bloques. Tout simplement. Alors non, tu n'es pas obligé systématiquement de couper ton rilsan si tu veux démonter après. Il suffit de tourner le ressort puisqu'il a une fin. N'est-ce pas? Tu tournes ton ressort jusqu'à ce qu'il sorte de là. Et quand tu remontes, c'est pareil. Tu l'écartes un peu, tu tournes une colle dedans et c'est fait. Voilà tout ce qu'il faut faire pour ne plus perdre ton ressort. C'est sympa que le micro, hein, je peux parler de l'autre sens si vous avez le même son. Hop. Voilà, c'est comme ça qu'on ne perd plus un ressort. Bien. Ce qui peut arriver avec les petites charpes d'origine, là, c'est de les arracher. C'est que du M3 là-dedans. Une mise à jour avec du 4, du 5, vu le poids du bestiau. Hein. Traxxas n'a pas lésiné sur le max et sur le sledge à cause du poids. De passer ça en tige de 5 avec du M4 au bout ici. Ça, c'est fragile, ça peut péter. Les bras de pare-choc, ils vont aller s'écarter, ils sont libres. Donc ils se mettent un peu partout, ils tapent dans tes amortos, tes trucs. C'est pas génial et ça fait 20 ans qu'on a ce problème et ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas pensé à le régler. On a un tonton qui m'a fait ce qu'il faut. Regarde. Il m'a fait des petites pièces imprimées 3D avec lesquelles tout simplement on va relier les deux bras. À l'époque ça se faisait avec un rilsan. Un Serflex pour les cas extrêmes. Tu vas rejoindre ici ces deux bouts. Tu dois bien sûr juste tout simplement dévisser là devant hein, et rejoindre ça gauche et droite ensemble. Comme ça s'écarte plus. À l'époque aussi ça tenait et sur le Savage Flux XL vert ça tient toujours les axes de suspension supérieure ici. Très mauvaise idée puisque quand ça s'écarte l'axe il est parti. Là ils ont remis les petits capuchons. Ces petits capuchons tu les recevais uniquement à l'époque avec le kit de bar stab. Sur les derniers Savage X HP par contre il était dessus. C'est pour ça que j'étais étonné de voir que sur le vert je me retrouvais avec la visserie cruciforme des premières générations et que je n'avais plus ces petits capuchons dessus. On a toujours le grand jour là en bas au niveau de l'axe qui fait que l'axe peut réellement quasiment sortir de la plaquette métallique, enfin à lui arrière. Donc, je vais faire la même chose que sur le verre. Alors soit tu fais toi-même des axes plus longs, parce que moi j'ai acheté ma tige au mètre donc je peux faire un peu plus long. J'ai tout simplement percé un petit trou, j'ai mis une vis par dessous. Simple boule de gomme aussi par dessus, ça va le faire aussi évidemment. Tu n'es pas obligé de chercher midi à 14. Hop, un petit coup de boule de gomme, de Patex là-dedans ou quoi que ce soit. Ça paraît pas grand chose, mais si l'axe avance et ta plaquette arrière, il sort de la plaquette arrière, ton triangle n'est plus maintenu. Tu peux aller foutre le camp. Si tu roules normal, ça n'arrivera pas, mais si tu fais ton manie, ça va t'arriver. Bien. On a effectivement donc pas la roulette qui fournit avec. C'est dommage, vu le talent. Et maintenant, on va causer accès diff. Pour axer le diff, tu enlèves ton clip ici à gauche, à droite. Tu peux virer ton patin. On va le faire ensemble, pour la simple et bonne raison. Pour aller renifler ces diffs. Hop. Tu vois, donc là, ça s'enlève. Ensuite, tu enlèves les 4 vis ici. C'est le mauvais, Mani. Ah, c'est plus des vis plastiques qui sont passées en métrique. Dommage. Si tu te demandes pourquoi cette vis fait 15 km, c'est parce qu'elle tient le carter avant du diff en sandwich. Bien. Ensuite, c'est prévu pour que tu puisses l'enlever par là. Il faut le décrocher là derrière, mais ça ne marche jamais vraiment. Tu te retrouves donc finalement à enlever toutes les vis. À l'avant, en plus, tu as la direction. Donc celles-là, elles sont fixées à la loctite. La direction va tourner avec. C'est pas super pratique. Bon. Évidemment, tu peux te contenter de le flexer comme ça. Et là, on voit donc les grosses dents du diff en 29,9. Et effectivement, ce ne sont pas les usinés, mais bien les pressés à froid. Ça se voit.
peux pas vous montrer petit après à la caméra. Je sais pas si tu vas voir, des espèces de granules, c'est rugueux sur la surface. Alors que les pièces usinées, évidemment, ont un traitement de surface. Et ensuite, la partie usinée est donc en couleur claire. Alors que le traitement de surface noir, lui, va rester sur le bord des dents. Et là, on a tout comme ça. Bon, on a 3 diffs, on a un slipper. On espère que ça va tenir. Parce qu'il faut savoir que l'option, accroche-toi bien, l'option coûtait à l'époque déjà 45 €, une couronne et un pignon d'attaque. C'est plus cher que les pièces de X-Max. Bien. Pour accéder au diff, après, on a déjà donc enlevé les 2 vis du dessous. Le carter ici se sépare à moitié. Donc il te reste à enlever ces 2 vis là et ces 2 vis là. Ensuite les cales de train et le machin. Ça tu peux laisser en place. Et tu as le carter devant. On l'a montré de toute façon, je me semble, sur la vidéo du verre. Tu as juste cette partie interne du carter qui sort et tu peux lever ton diff par au-dessus là. C'est un peu comme chez Arma. Juste 2-3 trucs dans le chemin en plus, mais ça va relativement bien. C'est pas le plus rapide, mais c'est déjà mieux que chez Sen, où tu es obligé de démonter tout le bulkhead et de sortir le système de là. Ça va aussi plus vite que sur le Haut-Bao. Et sur le REO2, ça va tout aussi vite en fait. Le REO2, ça a l'air compliqué, mais en fait le diff sort super vite, puisque tu peux tout déboulonner par en bas. Bien. Noix de diff, axe de cardan, tout ça. Sur les Savage, on a toujours été content. Une fois qu'ils avaient passé justement sur les grosses fers et les grosses noix. Pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, il faut démonter tout le diff si tu veux changer les noix. Donc c'est mieux que ce ne soit pas une pièce fusible. Hop. L'arrière c'est plus simple parce que tu n'as évidemment pas la direction, donc tu as 2 plis en moins. Si jamais tu veux enlever toute la plaque, tu vois, tu te retrouves avec ces 2 vis en moins. Hein. On va jeter un coup d'œil maintenant à la boîte de réception. Et je me demande aussi ce qu'ils ont mis comme cerveau, parce que ça, c'est un truc au HPI aussi excellait toujours dans les mauvais cerveaux, comme chez Traxxas. On a une boîte radio qui n'est absolument pas étanche. Ok, t'as pas de joint, t'as rien du tout. Ça c'est fait. Donc là au moins t'es fixé. Et 3 Chanel digital machin, c'est tout. Pas d'évolution là-dessus. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas de AVC, TSM et compagnie de trucs à la noix qui servent à rien. Alors c'est zéro étanche, il y a un méga gros trou côté entrée des câbles. Alors maintenant je m'interroge aussi parce que l'engin est quand même indiqué waterproof. J'ai pas fait gaffe là. Si le récepteur est waterproof lui-même, gaffe quand même. Hein. Je le répète jamais assez souvent. Le récepteur, il y a 5, 6 volts, 7 volts selon ce que sur le récepteur, sur les petits plots, entre le plus et le moins. Quand il y a de l'eau là-dedans, ça pose problème. Ça te grille rien, mais ça fait déglinguer la machine. Le cerveau qui s'affole, le gaz frein, ça s'affole aussi. S'il y a de l'eau qui stagne là-dedans, et si ça rentre, c'est précisément toujours là-bas. Tu ne sais pas pourquoi que ça va aller se fourrer. Donc le mieux, reste une boîte fermée étanche, même si tu as un récepteur qui tient la flotte. Et si tu peux rien faire d'autre, un pauvre ballon autour. Ne te complique pas la vie à traiter un récepteur avec du plastidipe, je sais pas quoi, mais juste un ballon autour. C'est pas non plus 100% étanche. Si tu fermes avec un rison, on peut toujours passer par le passage des câbles dans le ballon. Mais quand tu arrives à ce stade-là, c'est que tu es au fond de l'eau depuis un moment. Hein, donc faites gaffe à ça. On va enlever ici le cache central. On notera aussi que le châssis a été fait plus bas. Bon, ça va pas bien se passer ça. On n'a plus de découpe au centre. À l'inverse, on a une bosse au centre ici. Il est rehaussé à fond. Donc il est relativement plat sous le dessous, comme l'était le Nero Big Rock. Je suis pas fan de ça. On a aussi déjà, comme tu peux le voir, une vis ici qui est flinguée.
Ça arrive, hein, montage en usine, ils en montent des milliers. On va pas leur en vouloir. On a encore. Oh, ils ont tout fermé comme ça. Alors, cerveau, il s'appelle le SS40 VP. À mon avis, c'est du pignon métal. Ce que je ne sais pas, c'est la patata de ce truc. Est-ce que c'est précisé quelque part la puissance de ce cerveau? Alors, bougez pas. Je comptais sur le fait que ce soit écrit dessus. Alors, c'est pas un machin 40 parce qu'il a 40 kilos, c'est parce que ça va être le système de radio 40. Il y a peut-être 40 livres, tu me diras, ça ferait 20 kilos, ce serait bien. Alors, petit cerveau, où es-tu? Aucun détail sur le cerveau. SS40 WP. Ah tiens, est-ce que le récepteur est étanche? Il n'y a rien écrit de WP sur le... Tu vois? Récepteur RF50, il n'y avait pas écrit WP, et c'est ce que j'ai bien vu sur le système, c'était pas écrit dessus non plus. Donc si ta boîte radio n'est pas étanche et ton récepteur non plus, dire que c'est un véhicule waterproof, ça va vite poser problème. Il y en a qui vont avoir des surprises à mon avis. Est-ce qu'on a la ref du cerveau? Le 110-650. 110-650. Vous êtes prêts au choc? 6 volts 10 kilos. C'est une farce. Ah, c'est une farce. C'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Ouais, bon, je vais laisser ouvert là. Alors, hein, celui-là, je vais le dégager direct. Je vais même pas faire l'essai parce que là, c'est pas possible. Là, là, ils se moquent de nous, les mecs. 850 € un cerveau de 10 kilos, faut pas déconner, quoi. J'ai même pas envie de faire l'essai. Parce que même s'il arrive à tourner en fonctionnement, ce qui va se passer, c'est l'endurance. Hein. C'est l'endurance qui va lâcher. Donc on voit clairement cette nouvelle transmission qui est beaucoup plus large en bas que ce qu'elle était avant. Le honteux cerveau, donc celui-là, on va te le déglinguer direct. J'y crois pas. Ils ont pas osé faire ça. Ouais, on a moins les pignons ferraillés. J'ai pas envie d'essayer ça. S'ils se sont trompés dans le descriptif, c'est pas grave. Je préfère le changer au cas où. Bouh. Et du coup, j'en profitais effectivement pour mettre aussi un ballon autour du récepteur. Parce que là, c'est sûr que ça va mal se passer. Il y a aussi toujours la même blague, hein, au moment de passer le câble du cerveau. On a aussi toujours ce problème que ça passe pas. T'arrives pas à le sortir par en bas, on bute sur le cardan, je pense. Non, même pas. Si on va réussir à le sortir. Ouais, bah, accessibilité, ils repasseront. Ah, passe pas. Tu ne peux pas sortir ton cerveau juste comme ça, donc on va devoir déboulonner la boîte radio par en haut. Tout le support avec le support vario pour réussir à accéder à ce truc là. Donc il aurait mieux valu qu'il le pose par en haut. Donc il faut ouvrir les bacs, il y a des vis sur les côtés.
Il y a un peu d'huile au milieu, ça arrive. C'est des engins qui restent longtemps à bord des bateaux, le temps d'arriver, c'est pas très grave. Enfin, moi, ça m'inquiète pas du tout. De toute façon, on va en rester là aujourd'hui. Et on fera la vidéo de l'accès méca séparément parce que clairement, il y a un petit peu de boulot à faire et on va en profiter. C'est vrai que ça ira beaucoup plus vite si je fais hors caméra, mais ça sera plus sympa pour vous si je le fais, puisque c'est pas du tout pareil que sur les anciennes générations de Savage. Donc on va en rester là, on va pas s'emporter, sinon la vidéo va durer 2 heures. Là on a déjà 40 minutes au compteur, plus le morceau que j'ai fait avant, quand j'aurais tout mis ensemble, on va dépasser l'heure. Ce qu'on va rapidement faire, c'est... non, on fera ça à la fin aussi. On va faire le test avec le moteur d'origine, hein. Il va y arriver, c'est sûr, avec la démultiplication, ça va le faire. On va voir la patate qu'il a un peu. Ce qui va être sûr, c'est que ça va chauffer, consommer. Et on passera ensuite sur... J'ai déjà mes big bore Teflon. On mettra très probablement un moteur plus long. Pas forcément 8S, à voir. Et ça, je sais pas trop. Honnêtement, je préfère faire une petite plaque ici, comme j'avais fait, souvenez-vous, j'avais un plastique qui avait un look carbone. Faire une petite plaque par-dessus, mettre des sangles noires et virer ces gros machins de côté là. Je trouve pas ça super esthétique ni pratique. Si je passe en 8, de toute façon, je vais le faire. Alors avec les bashings ça passe, mais si je roule pas avec les bashings des plus grosses, ça passera pas. Donc voilà. On va voir ça. Bien. On va rapidement quand même revenir sur les défauts de l'époque. Donc les pièces arrière, on en a parlé. Ici, ça peut casser là, ça peut casser là. Solution simple, les porte-fuses arrière alu. La direction, la barre de la Karmann peut péter, ou même le levier de direction parce qu'elle est full plastique sur un engin qui pèse quand même 7 kg. Seine a fait la même boulette. C'est des choses qui peuvent casser. Donc, il faudra s'en occuper. Là aussi, une petite direction alu. Alors, il n'y a pas vraiment d'option top qualité, hein. On a trouvé, il y a plusieurs directions alu qui existent, mais elles ont toutes aussi leurs défauts, mais c'est au moins plus solide déjà que l'origine. Les tiges d'amorto qui peuvent se plier, les chapes qui peuvent s'arracher, on en a causé. Le châssis qui peut partir en accordéon. L'angle de braquage pas super, mais comme dit, ça s'en sort. Il n'y a pas de souci. L'étagement, on peut mal adapter avec beaucoup trop de kV. Comme dit, ça fonctionne, mais c'est des choses, tout ça, je vais changer. Je vais mettre haute kV, haute direction, haute porte-fusée arrière, autre amorto. Châssis, on verra. Ça dépend comme je roule avec. Si je me comporte comme il faut, ça ira très bien. Avec les huiles de diff centrale et avant plus dures, j'espère que les pneus ne vont pas éclater. On va voir ça. Ce serait dommage, hein, quand même, de péter ces pneus. On fera aussi des essais évidemment avec d'autres pneus au fur et à mesure des essais. Et ça s'arrête là. Alors les tourelles, certains aussi, souvenez-vous, j'avais acheté tourelle alu au cas où, c'est vrai qu'elle flex et se plie. Les vis ici sont que en M3. Moi, j'ai passé sur tout, mais ça va être ici du M4, tout simplement. C'est une rotule en plastique, donc je l'ai percé en 4 mm. Ça va bien. Et j'ai mis du M4, puisque ces vis se plient ici, se tordent. Les tourelles se tordent, mais arriver une fois ou deux, d'en casser une, mais les plastiques sont pas chers, et voilà, donc c'est vite remplacé. J'ai remis des plastiques. J'ai repris les alus sur le dernier, juste pour... j'avais envie de faire un peu de custom. Les plots de carreaux. Ils ont eu la meilleure idée que beaucoup d'autres de mettre uniquement un clip, c'est pas une grosse vis, donc la perforation pas trop grande, mais ça peut quand même se déchirer à ce niveau-là. C'est toujours là que ça lâche et que ça va péter, pas très grave. On aurait bien aimé, alors celle-là elle est solide par contre, hein, la poignée centrale par contre elle est solide mais pas pratique pour le transport, puisqu'ils ont mis un X à l'intérieur, donc pour lever la voiture, t'es pas spécialement à l'aise, c'est pas très grave. Réglable aurait été sympa puisque les plots de carreau sont réglables, tu montes ta carreau, tu descends la carreau, tu vas avec. La solution simple comme toujours, petit bout de mousse dure que tu colles au toit qui va poser là-dessus pour économiser la chose. Même avec la renforcée, je vais le faire parce que ça évitera que ça se plie et ça va renforcer un peu aussi à ce niveau-là. Je pensais pouvoir faire les tests rapidement, mais non, puisqu'on va faire l'accès méca, on va démonter, on va changer les huiles, changer ce cerveau. Je suis déçu. Là, vraiment, le cerveau. On va voir ça.
Si vous êtes intéressé par la machine, évidemment, est dispo chez Projo High-Tech. Si c'est pas en stock, vous envoyez juste un mail, vous lui dites ce que vous voulez, il peut l'avoir très rapidement. Moi j'ai écrit, il m'a répondu dans la journée et 72 heures après, l'engin était là. Voilà. Enfin, une fois que j'avais donné le OK pour commander la bête. Donc soyez patients pour les essais, mais on les fera. J'emmènerai sur le terrain donc le HyperMT Sport, le Sen, le Revo. Sachant que toutes ces machines déjà ont été modifiées à ma sauce, évidemment, bien sûr. Là, on verra ce qu'on fait. C'est vrai que j'ai un autre moteur de Sen ici, 1450 kV, qui ira très bien là-dedans aussi, un pignon un peu plus gros. En restant en 6 quand même. À voir. Ouais, je sais, ça va mal finir comme ça. Salut à tous, bon dimanche.